voudrais vous faire une petite vidéo, qui sera peut-être longue d'ailleurs, parce que j'ai le temps, vous allez partager un peu la route avec moi, pour vous évoquer un peu les perspectives des élections présidentielles de 2027 et revenir un petit peu sur ce qui m'inquiète par rapport au destin de notre oligarchie. Et enfin, quelles sont les solutions à notre portée, que ce soit du point de vue de l'opportunité du scrutin qui va arriver, ou selon une vision plus large que je défends, qui est de rester sous un angle quand même plus révolutionnaire. Donc voilà, je vais essayer d'aborder un certain nombre de thèmes et je vais commencer d'abord par évoquer celui des desseins de l'Union européenne, des européistes, par rapport à la guerre en Ukraine. Parce que pour moi, j'ai l'impression que même dans notre dissidence, il y a un prisme de lecture qui est peu évoqué. Certains en parlent, mais finalement, j'en entends très peu parler. C'est pourquoi, au final, les européistes, contre toute logique, veulent absolument mener une guerre par proxy contre la Russie, alors que fondamentalement, s'il y avait une stricte logique d'intérêt économique, ne serait-ce que ça, je veux dire, apparemment à Bruxelles, ce sont plutôt des lobbies économiques, industriels, financiers qui ont plutôt l'ascendant, et pourtant, ces gens-là ne sont pas capables de faire comprendre aux eurocrates qu'il y a quand même plus d'intérêt à conserver de bonnes relations avec la Russie, bien plus qu'il n'y en a à accroître nos bonnes relations avec l'Ukraine, qui est un État moribond, qui du point de vue tant de la corruption que les destructions en cours par la guerre et puis la dette qu'il a sur le dos, il n'y a rien à en attendre. Et l'Ukraine ne produit pas de ressources qui puissent nous intéresser, nous, je veux dire en tant qu'Européens, que ce soit du point de vue des industriels ou que ce soit du point de vue des simples citoyens. L'Ukraine, c'est peanuts. Je veux dire, à part être un concurrent agricole, bon, ce qui gêne pas trop l'Allemagne parce qu'ils s'en foutent un petit peu. Les européistes, de façon générale, ont une vision de l'agriculture qui, dans leur façon de la penser, c'est détruisons les agriculteurs, faisant en sorte que le foncier agricole puisse être racheté par des industries agroalimentaires qui auront des salariés qui s'occuperont de produire directement ce dont les industries ont besoin. C'est une autre vision, c'est plus que du capitalisme, c'est de la prédation. Donc, du point de vue agricole, ils s'en battent un peu les couilles du fait que l'Ukraine soit un concurrent et puisse anémier définitivement l'agriculture française, allemande, néerlandaise, etc. Mais par contre, du point de vue industriel, je veux dire, l'Ukraine n'a pas grand-chose à apporter. Déjà, elle a perdu l'essentiel de ses mines de charbon, de ses usines sidérurgiques. Il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse apporter de ce côté-là. Et surtout, elle n'a pas d'énergie à revendre. Elle a un petit peu de gaz, mais pas suffisamment pour couvrir les besoins des pays européens. C'est tout juste si elle peut s'approvisionner de façon autonome avec le gaz qu'elle a dans son sous-sol. En revanche, la Russie dispose de toutes les matières premières nécessaires à l'Europe. Et là, je ne parle pas de l'Union européenne, mais de l'Europe, du sous-continent européen. La Russie produit du gaz, du pétrole, du titane et un grand nombre de matières premières. Elle est quand même le plus grand territoire étatique au monde, donc il y a encore plein de perspectives économiques, industrielles et des gisements à trouver en Russie. Donc sur le long terme, la Russie est un partenaire tout à fait évident et qui ne nous oblige pas à aller chercher
ces matières premières par voie océanique. Quand on doit liquéfier du gaz pour le foutre dans un bateau et ensuite le regasifier avant de l'amener dans des tuyaux, tout ça a un certain coût. Ça coûte très cher. Tandis que lorsque on a juste à tirer des gazoducs et des pipelines pour pouvoir transporter du pétrole et du gaz par voie terrestre, c'est quand même beaucoup moins cher du point de vue des infrastructures. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide. On ne dépend pas de bateaux et on dépend pas de... Et on réduit pour le moment en tout cas notre dépendance dans les approvisionnements en se disant nous avons par-delà les différentes sources d'approvisionnement qu'on peut trouver en Afrique, au Moyen-Orient, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, on a quand même une source d'approvisionnement strictement européenne. Je rappelle quand même que la Russie, quoi qu'on en dise, est un pays européen. Et il est cohérent pour nous, Européens, de se dire on veut avoir accès à ces ressources. Et les industriels ne peuvent penser que de cette façon. Ce qui était le cas d'ailleurs en Allemagne pendant un long moment. Et même en France, Total a fait des lourds investissements en Russie. Et je rappelle d'ailleurs que lorsque Nord Stream 2 a été explosé, semble-t-il, par des terroristes ukrainiens, j'ai pas d'autres mots, même si on va considérer que c'est des agents de sabotage, des militaires. En tout cas, en Allemagne, ce sont bien des Ukrainiens qui sont poursuivis pour la destruction de Nord Stream 2. Eh bien, la France, et tout du moins Engie, aurait dû déposer plainte afin de pouvoir trouver un dédommagement quelconque dans l'affaire, puisque nous avons participé à hauteur de presque 1 milliard d'euros dans cette affaire-là. Donc, et nous avions des actions nous avions des parts dans le projet Nord Stream. Donc la France, au premier chef, a des intérêts infrastructurels dans Nord Stream. Elle a financé une partie de la construction de Nord Stream 2 et nous devrions être vent debout et rechercher les coupables et exiger des réparations. Actuellement, il ne se passe rien. Moi, je n'ai pas entendu de procès qui serait en cours avec Engie, qui serait vent debout, qui aurait engagé des avocats pour réclamer justice. Alors qu'il y a toute raison qu'on réclame justice. On parle quand même de presque 1 milliard d'euros. C'est pas rien. Mais non. Il n'y a pas du tout de procédure en cours à ce sujet. Toujours est-il, je viens de vous faire voir quand même un intérêt magistral qui est pragmatique, qui est strictement économique, qui est énergétique, et l'énergie c'est quand même le centre de l'économie, à maintenir nos bonnes relations avec la Russie. Un autre intérêt qui est plus spécifique à la France et qui, on va dire, est historique et militaire, est que nos ennemis séculaires sont le Royaume-Uni et l'Allemagne. Pendant 1000 ans, si vous comptabilisez un petit peu toutes les guerres, tous les conflits qu'a eu la France à ses frontières, clairement les deux entités qui reviennent, l'Allemagne n'existait pas à l'époque de l'Empire romain, le Saint-Empire romain germanique, mais on va considérer les choses comme telles. La France en fait se battait contre le Royaume-Uni et contre l'Allemagne constamment. La Russie, on n'a quasiment eu aucune guerre, et c'est plutôt des guerres qu'on lui a menées sous l'influence du Royaume-Uni. Je pense à la guerre de Crimée, qui a été une victoire à la Pyrrhus pour la France et le Royaume-Uni, puisqu'on a eu des pertes absolument énormes, et ça n'a pas empêché la Russie de conserver la Crimée et puis ses droits de passage sur le Bosphore. Donc c'est une guerre qui ne servait à rien, dans laquelle nous avons été embarqués pour des mauvaises raisons. Nous avons eu les guerres napoléoniennes qui étaient tout à fait évitables aussi avec la Russie. Je ne vais pas revenir dessus, mais disons que si on en reste sur ces aspects-là, la Russie reste un pays extrêmement éloigné,
mais qui nous a plutôt été utile, on l'a vu durant les 2 guerres mondiales, lorsque notre ennemi séculaire qu'est l'Allemagne a eu ses poussées de fièvre impérialiste habituelles, et qu'il fallait bien une alliance de revers pour porter le fer contre l'Allemagne à l'est, tandis que nous étions en train de nous battre à l'ouest. Ça a épuisé l'Allemagne, ça la contraignait. C'est pour nous une alliance de revers stratégique qui doit être maintenue pour les siècles à venir, en considérant que on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle poussée de fièvre germanique. Et je vous ferai remarquer qu'actuellement l'Allemagne est en train de se réarmer massivement. Et en général, c'est plutôt puant pour les Français quand l'Allemagne décide de se réarmer massivement. Nous, on doit garder le niveau normalement. On devrait avoir un plan d'investissement dans le matériel militaire et humain qui soit au moins équivalent à celui de l'Allemagne pour tenir tête. C'est pas parce qu'on a la bombe nucléaire que nous sommes dans l'UE tout choucoutou et que le couple franco-allemand, blablabla, blablabla. Non. Quand on est rationnel, quand on est froid, quand on sait que il y a des redondances historiques qui reviennent en permanence, lorsque l'Allemagne se réarme, la France doit en faire autant et même aller au-delà de ce que fait l'Allemagne. Il faut toujours nous préserver. Et je vous rappelle, puisqu'il semble que apparemment le fait d'être une puissance nucléaire serait suffisant pour nous préserver de toute guerre. Écoutez, l'Ukraine n'est pas une puissance nucléaire et pourtant elle a sur le dos la Russie, elle se bat contre la Russie, elle envoie des missiles sur la Russie, elle envoie des drones sur le territoire russe. Est-ce que pour autant le Kiev a été vitrifié? Non. Les Russes finalement sont assez responsables dans leur usage de la force entre guillemets, puisque ce n'est pas parce qu'ils voient des raffineries ou des usines ou même le Kremlin qui serait visé par des drones ukrainiens qu'ils vont vitrifier Kiev. Ils savent que l'arme nucléaire est plutôt une arme de dernier recours quand il n'y a plus d'autres solutions, que s'ils devaient constater que leur pays est envahi profondément dans leur territoire et qu'ils sont en passe de perdre une guerre. Le dernier recours qui reste pour pousser l'ennemi à dire tu vas rentrer gentiment chez toi, c'est effectivement l'arme nucléaire. Mais sinon, eh bien, ça va être une guerre à la régulière. Donc admettons que l'Allemagne nous déclare un jour une guerre sous les normes régulières, puisque l'Allemagne n'est pas dotée de l'arme nucléaire. Comment on fait? Nous, sous prétexte qu'elle nous déclare une guerre, qu'elle rentre à nouveau en Alsace-Lorraine, qu'elle entre sur les territoires du nord de la France, ça nous oblige immédiatement à faire usage de la bombe atomique? Non. Si on est cohérent, on aura une tendance à se dire c'est trop sensible d'en arriver à de telles extrémités immédiatement. On va mobiliser nos armées, les Français, notre industrie, et on va faire une guerre à la loyale, à la guerre, à la régulière. Donc c'est une des raisons qui nous pousse normalement à devoir déjà normalement signifier à l'Allemagne vous allez vous calmer parce qu'on n'aime pas trop quand vous vous réarmez, sinon on va devoir suivre. Et puis de la même façon on n'est pas censé baisser notre culotte face à l'Allemagne qui nous a rien demandé, que ce soit sur des projets d'armement comme le char, comme le SCAF, etc. Non, il faut que nous restions indépendants dans la production de nos armements et normalement il ne devrait même pas y avoir de possibilité à ce que nos usines d'armement soient privatisées et sous contrôle étranger, même de façon partielle. Je veux dire, il fut une époque où tout ça c'était sous contrôle français et les questions d'armement sont tellement stratégiques, sont tellement sensibles qu'il est hors de question fondamentalement qu'on puisse tolérer que ces Nexter et d'autres
d'autres industries d'armement en fait soient toujours sous contrôle capitalistique et sous contrôle partiel de l'étranger. Nous devons reprendre nos billes et définir notre propre cahier des charges du point de vue de l'industrie militaire par rapport à nos besoins, par rapport aux évolutions technologiques de la guerre, et doter la France des matériels les plus efficients et dans les quantités suffisantes pour pouvoir tenir une guerre de haute intensité. On ne la souhaite pas, mais à la base, c'est ce que sont censés faire nos responsables politiques lorsqu'on est un homme d'État. On ne souhaite pas la guerre, mais comme le veut l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. Donc on doit reprendre le contrôle là-dessus. Actuellement, on ne veut pas reprendre le contrôle. KNDS est en partie sous contrôle allemand et l'autre partie français. Il y a je ne sais plus quel est le consortium, mais en partie sous contrôle anglais et espagnol. Enfin voilà, il y a un moment, ça suffit. Nous devons rester souverains et indépendants sur la production d'armes et de munitions en France. Et par ailleurs, il n'y a nulle logique, c'est même une trahison, que de vouloir céder notre place au Conseil de sécurité de l'ONU, soit à l'Union européenne, soit la partager avec l'Allemagne, de la même façon que Macron veut partager la dissuasion nucléaire. Alors bien évidemment, il dit oui, mais il y a des garde-fous, etc. Nos généraux disent non, vous en faites pas, c'est pas si évident que ça. On veut bien aller déplacer quelques ogives à droite à gauche en Europe, dans les pays qui veulent partager les coûts de la dissuasion nucléaire. Mais la France reste souveraine sur le bouton. Oui, mais non. Fondamentalement, ça c'est une façon de nous habituer à ce que c'est pas grave, c'est pas une trahison, on peut le faire et petit à petit on viendra nous expliquer un peu plus tard que finalement il faudrait remettre les clés de l'arme nucléaire directement à un commandement européen unifié qui se charge de tout ça, ça coûte trop cher, vous comprenez. Donc il faut laisser l'Union européenne en décider. Et derrière l'Union européenne, il y a l'Allemagne, soyons clairs. Eh bien, c'est là où je voulais en arriver, c'est que la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui finalement intéresse les européistes? C'est que les européistes, par nature, ce sont des parfois qui sont fédéralistes, européens, etc., pour les plus fanatiques d'entre eux. Mais en réalité, ce sont d'abord des étatistes, c'est-à-dire qu'ils veulent, c'est des nationalistes européens. Il n'y a pas de roman national européen, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture commune européenne, il n'y a pas de langue commune, il n'y a rien en fait pour nous unifier. Donc, quand il n'y a rien pour unifier les gens, on va créer un État de façon tout à fait artificielle. Ça ressemble plus à un empire en construction, mais un empire c'est un État, quoi qu'on en pense. Et l'idée c'est de céder les clés des armées nationales européennes à un commandement européen. Et il faut bien comprendre que lorsque une entité dispose du contrôle sur une armée, c'est de facto un État. Une entité qui est capable de définir le fait qu'elle a un régime juridique, qu'elle dispose d'un territoire et d'un commandement unique sur les armées pour défendre le territoire en question, c'est un État. Et voilà le vrai projet. Le vrai projet, en fait, c'est de dire qu'il nous faut un ennemi imaginaire, parce qu'en fait, la Russie n'est pas notre ennemi, fondamentalement, mais il nous faut un espèce de je cherche le terme, mais d'épouvantail, pour qu'on ait peur, qu'on se dise, oui, ça devient absolument nécessaire que l'Europe soit forte en ayant une armée qui soit commune, et pour que tout ça soit cohérent, il faut céder à l'Union européenne le commandement politique sur cette armée. C'est ça l'objectif. Et quand on en arrivera à ça, l'Union européenne en fait sera désormais un État. La France n'en sera plus un. On pourra continuer son démantèlement avec le principe des eurorégions en disant la France ça n'existe plus, ça fait partie du passé, de l'histoire.
les régions de l'Europe seront les eurorégions, donc il y a des eurorégions qui sont constituées pour partie de territoires français et de territoires espagnols. Par exemple la Catalogne, il y a la partie française et la partie espagnole. Dans le Grand Est, on mettra l'Alsace avec le Baden-Württemberg en Allemagne. Enfin voilà. Le but du jeu, c'est de créer des régions factices, transfrontalières entre les États, pour déshabiller les États eux-mêmes de leur intégrité territoriale en disant, à partir du moment où l'Union européenne a le commandement sur les armées, maintenant il faut achever la déconstruction des États pour être certain que l'Union européenne soit considérée comme un État plein et entier avec une intégrité territoriale au-delà d'avoir une armée. Ce qui lui manquera peut-être encore, c'est une justice unifiée, mais bon, ils y viendront. Ce sera le moins difficile, on va dire. Quand on a déjà un commandement unifié sur les armées, bon, ma foi, le reste, la police et la justice, ils y arriveront bien vite. Toujours est-il que c'est ça, le projet. Et, à mon sens, il y a une véritable urgence à ce que nous sortions les doigts, parce que je veux dire, là, écoutez, la Macronie a œuvré à cette démolition de la France sur l'hôtel de Bruxelles, mais de façon fanatique. Ils ont quand même avancé leur pion très fortement sous les 10 années de Macron, alors que ça avançait déjà pas mal sous Sarkozy et Hollande. Hein. Mais ça continue. Ils sont toujours sur la même voie. Et là, c'est Édouard Philippe qui est apparemment leur petit chouchou. Les ralliements commencent à se produire dans l'extrême centre sous l'aile d'Édouard Philippe, histoire de signifier à Gabriel Attal et Glucksmann, bon, bah, vous pouvez tenter de jouer si ça vous amuse, mais c'est pas vous. L'oligarchie a choisi son poulain. Donc, les ralliements actuellement dans l'extrême centre, si vous suivez un peu l'actualité politicarde de notre pays, c'est Édouard Philippe. Alors, à mon sens, ce qui risque quand même de se passer, c'est que on aura peut-être un premier tour qui sera remporté par le RN et la LFI. Et il est probable que la LFI perde au second tour. Parce que je vois pas en fait l'extrême centre réussir à gagner quoi que ce soit. Je pense que Glucksmann voudra s'accrocher à la présidentielle parce que il a des ambitions qui sont bien trop hautes pour ses épaules, mais comme il a certains soutiens et puis qu'il a une très haute considération de sa petite personne, il est probable que Glucksmann se maintienne et que au PS on se maintienne, que il y ait dans l'extrême centre d'autres candidatures qui viennent contrecarrer les desseins de Édouard Philippe au premier tour. Et sachant que l'extrême centre a toujours été soutenu, alors à droite comme à gauche, l'extrême centre, pour moi c'est les mêmes, du PS avec ELV, en passant par ce qui est désormais LR, ils n'ont pas arrêté de changer de nom à droite, mais bon, LR et puis le Modem et toutes ces conneries-là, et la Macronie bien évidemment, c'est l'extrême centre. Bon, ces gens-là pouvaient se permettre d'être divisés pendant un certain moment, et c'est pas pour rien que l'oligarchie a misé sur Macron à un moment pour tenter de les rassembler, parce qu'ils avaient bien compris qu'il y allait avoir des limites à cette division, et ces limites-là sont la démographie. Puisque l'extrême centre, électoralement, a toujours tenu avec les vieux. Très clairement, ceux qui sont plutôt habitués à la télévision, à la radio, donc à la propagande permanente pour l'extrême centre, avec évidemment la castorisation de la pensée politique, en disant attention, le Front National à l'époque et le RN, c'est des très très méchants. Et puis désormais, la castorisation vaut aussi pour la LFI.
c'est bien fait d'ailleurs, puisqu'ils ont participé de cette logique de castorisation. Et la LFI, attention, c'est populiste, c'est démagogue, c'est très méchant. Ce qui est vrai, hein, je veux dire, LFI et RN, c'est pas, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pas du tout des forces politiques d'opposition qui soient raisonnables. Toujours est-il que l'oligarchie s'est dit à un moment, comme les vieux finissent par rejoindre la tombe, l'électorat âgé qui a toujours soutenu l'extrême centre, parce que ce sont des gens extrêmement conformistes qui... je parle pas de tous les vieux, évidemment, je veux dire, s'il y a des personnes âgées qui écoutent cette vidéo à un moment ou à un autre, et qui se retrouvent absolument pas dans mon discours, c'est une évidence qu'il y a heureusement des gens, quelle que soit leur classe sociale, leur tranche d'âge, quels que soient les sociotypes dans lesquels on puisse les ranger, ne rentrent pas dans les cas statistiques où ils feraient partie d'une majorité à voter comme des cons pour la Macronie, l'extrême centre, etc. On est d'accord. Maintenant, je parle d'une grande généralité statistique. Je ne parle pas de ces minorités de gens qui, dans toutes les classes sociales, ne participent pas de ces généralités. Et comme malheureusement chez les personnes âgées, il y a un très grand conformisme et une trop grosse habitude de se fier aux journaux de propagande, à la télévision, à la radio, et considérer que tout ça c'est très sérieux, et ne pas entendre évidemment les autres sons de cloche qui diffèrent, parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Pour eux, les oppositions sont justement la LFI et le RN, mais il n'y en a pas d'autres, ça n'existe pas. Donc ils vont voter comme on leur dit, sauf que comme ils sont chaque année moins nombreux, les 15% qui sont nécessaires à faire tenir l'extrême centre, parce que ça joue là-dessus, hein, c'est 15% de l'électorat, en considérant que il y a l'abstention qui permet de s'assurer que les 15% suffisent, c'est-à-dire il va y avoir une partie de l'électorat qui va aller vers les votes des partis démagogues et populistes, et une partie de l'électorat qui va vers l'abstention significative, et qui permet à 15% du reste de l'électorat de pouvoir finalement avoir la majorité au cours des élections, et de porter, de porter l'extrême centre au pouvoir, de le maintenir. C'est comme ça que ça marche. Et donc, l'oligarchie a bien compris ça. La démographie va contre leurs intérêts. Il fallait rassembler déjà l'électorat du centre-gauche et du centre-droit derrière la Macronie. Et là, le jeu, c'est de faire en sorte que justement les désistements tant à l'extrême, je suis tenté de dire l'extrême droite, parce que pour moi, ce sont des extrémistes, hein, les gens de gauche ou de droite qui sont européistes sont de toute façon tous des extrémistes. Mais disons, l'extrême centre-gauche et l'extrême centre-droit doivent être réunis à nouveau. Donc on verra comment ça va se passer, mais je ne serais pas étonné qu'à la fin il y ait un désistement à gauche au PS pour se rassembler derrière Édouard Philippe qui va distribuer les popotes, les ministères, et puis on s'arrange quoi, pour essayer de réunir ce qui reste de cet électorat. Mais c'est pas sûr qu'ils réussissent quoi que ce soit, parce qu'après il y a les ambitions personnelles des uns et des autres. Ils y croient encore au Parti Socialiste. Glucksmann fera tout pour être le candidat du PS. Je ne suis pas sûr qu'il y arrive. Il fera sans doute une candidature indépendante. Et je ne sais même pas comment d'ailleurs il obtiendra des parrainages, mais bon, si tant est que ça puisse se faire. Les écolos feront de même, ils ont d'abord une candidature indépendante, le PS fera sa propre candidature, et puis à droite pareil, ils sont à couteau tiré, il y a des gens qui ont des ambitions. Et comme ils sont des requins entre eux, en fait ça va porter préjudice à Édouard Philippe,
qui à lui seul est un préjudice pour lui-même. Mais bon, si on rajoute le fait que c'est un banc de requins qui s'entrebouffent, ça va pas lui faciliter la vie. Il a déjà le handicap d'être celui qui a bolossé les gilets jaunes, qui nous a fait endurer les délires totalitaires du Covid, qui a surendetté la France durant son mandat, qui est un européiste convaincu, qui est un... Voilà, c'est un sale type. Et il le sait, et les Français le savent, ils se souviennent. Enfin, je vous rappelle que 70% des Français soutenaient les gilets jaunes à l'époque où ça a eu lieu, et c'était sous Édouard Philippe. Donc on n'a pas oublié. Donc en soi, c'est pas une candidature qui est facile pour l'oligarchie. Même en réunissant hypothétiquement tout l'extrême centre, de gauche à droite, ça va pas être facile pour lui. Et voilà pourquoi il est fort probable que ce soit le RN et la LFI qui se retrouvent au premier tour. Et c'est là où on va avoir une complexité. Alors on va parler tout à l'heure des candidats qui défendent les questions de souveraineté. Mais pour l'instant, on va partir sur l'hypothèse RN-LFI au premier tour. Ce qui paraîtrait le plus logique. Le RN et la LFI sont des européistes comme les autres. Ni l'un ni l'autre ne disent très clairement « nous voulons sortir de l'Union Européenne » ou ne serait-ce qu'organiser un référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Donc en soi, ils ne sont pas si dangereux que ça pour l'oligarchie. Ce sont aussi des fascisants. Je veux dire, autant la LFI a de temps à autre sur des projets de loi liberticides montré un peu les dents, et encore, autant le RN s'est complètement aplati depuis longtemps. Le RN s'est macronisé de façon extrêmement violente. Toutes les lois liberticides contre la liberté d'expression, le pluralisme des opinions, le flicage sur internet, etc. Ils ont voté un grand oui, ils sont d'accord avec ça. La LFI, son modèle de fascisme est un peu moins hypocrite, un peu moins par-dessous les boisseaux. C'est directement par les violences politiques. Ils se prennent pas la tête, ils aiment bien les talibans antifa, là, les petites milices de fachos qui se présentent comme antifascistes, mais dont le but est précisément d'appliquer le fascisme, puisque le fascisme, c'est en fait la coercition politique par des voies d'intimidation, de violence ou de censure de ses oppositions. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec la LFI, vous êtes forcément un vilain pas beau d'extrême droite ou fascisant ou je ne sais quoi, et il faut vous casser la gueule. Hein, on va pas se prendre la tête, il faut vous casser la gueule, on va vous envoyer une milice de voyous. Coucou Raphaël Arnaud, hein, coucou Delogu et tous ces mecs-là. Ils ont décidé qu'il fallait pactiser avec ces voyous. Donc, d'un côté, nous aurons le fascisme mou du RN qui fera exactement ce que fait la Macronie s'ils arrivent au pouvoir pour avoir le droit d'exister. Donc ils se diront, on veut s'accrocher, on va faire comme les autres, on va brider la liberté d'expression, on va petit à petit démolir les droits politiques et civils des Français. On ne va pas les questionner par référendum, et surtout pas sur les sujets stratégiques. On va être de bons européistes obéissants. Voilà, ça c'est le fascisme capitulaire du RN qui s'est macronisé, qui s'est européisé au dernier degré, et il n'y a aucune confiance à leur témoigner là-dessus. Tandis que la LFI, c'est du fascisme plus concret, plus direct, sans que ça nous sorte de l'Union Européenne. Alors ils vont faire railler un peu contre elle, mais au final, pour dire finalement on peut pas, parce que on s'est battu, on a tenté de faire valoir nos positions, mais finalement vous voyez, on n'y arrive pas, désolé, on va faire du Tsipras. Alors dans ce cas-là,
qu'est-ce qui est le plus intéressant si on devait faire un choix pour le premier tour, en se disant, bon, l'objectif c'est quand même de foutre en l'air la vieille oligarchie de l'extrême centre, donc c'est les traîtres du PS, de LV, de la droite républicaine, je ne sais quoi, et de la Macronie, du Modem, tous ces gens-là, il faut les évacuer, tirer la chasse d'eau une bonne fois pour toutes, et donc il faut se dire, bon, on va installer soit le RN, soit la LFI, en sachant que de toute façon c'est la même engeance, que c'est une nouvelle oligarchie régnante qui veut prendre place pour faire exactement la même chose. C'est juste que c'est pas les mêmes têtes. Alors moi j'aurais tendance à aller vers la LFI dans mon vote, parce que je me dis que la LFI est d'abord dans une contradiction interne assez violente, avec des gens qui sont quand même hostiles à l'Union Européenne malgré tout dedans, des gens qui sont sur la logique wokiste débile et LGBT, toutes ces conneries là, mais en même temps il faut ratisser dans une part de l'électorat populaire qui sont les musulmans, les racailles, enfin voilà, on va aller chercher dans les quartiers différents groupes. Et je dis bien que les musulmans et racailles c'est pas la même chose, mais simplement par contre ils sont clairement le plus souvent cantonnés au quartier populaire. Mais l'idée c'est ça, c'est de dire on va aller chercher les Français d'origine immigrée, soit qu'ils soient complètement intégrés mais très à fond dans des replis communautaires, soit qu'ils ne soient pas du tout intégrés, que ce soit du pur lumpen prolétariat. Mais voilà, on va racoler avec un petit peu de... il y a plein de façons de faire de la corruption, on peut toujours obtenir des voix et inciter des gens à les voter. Donc on prend cet électorat-là, et puis on va faire un beau mélange, une belle salade niçoise, et puis ça va marcher. Ça peut marcher le temps d'une élection pour faire élire Mélenchon à la tête de l'État français. Mais par contre, juste après, ça ne tiendra pas. On ne fera pas avaler un musulman plutôt pieux, plutôt à cheval sur les valeurs conservatrices de sa religion, qu'il faut faire des mamours avec les LGBT. Ça va pas être possible. Ça va pas matcher, vous voyez. Donc, ils ont leurs contradictions internes. Et là, je parle même pas sur le plan politique, entre ceux qui sont favorables à la sortie de l'UE et l'OTAN et ceux qui sont encore dans la logique bisounours et bourgeoise de rester dans l'Union Européenne, oui on peut la changer, etc. Vous voyez, ils sont pleins de contradictions ces gens-là. Donc ils vont se détruire. Tandis qu'au RN, ils n'ont que finalement, ils n'ont qu'une contradiction. Il y a ceux qui veulent clairement sortir de l'UE et qui sont foutus au RN en se disant qu'ils arriveraient à changer à un moment la boutique de l'intérieur, ce qu'avait tenté Philippot. Et on le voit à travers certains maires élus qui ont par exemple très clairement fait tomber les drapeaux européens. Et je pense que c'était tout à fait sincère de leur part. C'était pas un espèce de double jeu qui était voulu en haut lieu dans les instances du RN. Je pense qu'il y avait vraiment des gens au RN qui sont très hostiles à l'UE et qui ne voient aucun problème à ce qu'on en sorte. De la même façon qu'il y a dans l'appareil politique du RN des gens qui sont des européistes patentés et qui comprennent rien et qui sont des traîtres à la France. Et voilà, ça va être leur combat. Moi, j'aurais tendance à me dire s'il faut que ça pète, il vaut mieux avoir un parti qui arrive au pouvoir, qui soit violent dans ses méthodes et dans sa rhétorique, et qui souffre d'un grand nombre de contradictions internes, parce que ça l'empêchera de gouverner. En gros, ça soulèvera les Français qui ne voulaient absolument pas de l'extrême gauche de toute façon,
Et puis aux premières incartades, aux premières violences qu'on subira de la part des milices de talibans Tifa de façon plus prononcée après que Mélenchon arrivasse au pouvoir, ça risquera de chauffer en réalité pour l'extrême gauche. Parce que l'extrême gauche d'ailleurs n'a jamais cessé d'avoir un discours à la fois antimilitariste, anti-flic, etc. Et les flics n'ont pas spécialement à la bonne les délirants d'extrême gauche qui leur crachent dessus, qui leur jettent des cailloux à la gueule, voilà, je veux dire, s'ils doivent faire un choix entre ceux qui, entre le parti au pouvoir qui amène ces milices d'extrême gauche dans la rue et une opposition qui veut foutre en l'air ce gouvernement, bon, je pense que les flics seront dans des cas de conscience qui leur permettra de faire preuve de discernement le moment venu. Donc je vois bien en fait l'incapacité de l'extrême gauche à gouverner. Tandis que le RN aurait plus de facilité à gouverner et à s'attirer la sympathie des flics et des militaires parce que il y a traditionnellement c'est un électorat qui vote pour l'extrême droite et malgré leurs contradictions internes, ils seraient en capacité de gouverner à peu près normalement, sauf que toujours pour nous trahir, mais en tout cas il n'y aurait pas de difficulté pour eux. Donc je préfère encore voter dans un deuxième tour, si on a le choix entre le RN et la LFI, pour le parti qui aura le moins de facilité à s'ancrer réellement dans les institutions et à pouvoir gouverner. Donc voilà un petit peu quelle est ma stratégie. Je voterai pour la LFI en sachant que la LFI n'arrivera pas à survivre à sa prise de contrôle de l'État, selon moi. Excusez-moi, voilà, tu t'en vas enfin. Donc, ça c'est le point de vue électoral. Maintenant, on va parler un petit peu d'une logique qui doit nous rassembler, nous, les gens qui défendons les questions de souveraineté nationale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons, on va dire, 3 candidats qui ont fait savoir qui ont fait connaître leur candidature, donc Asselineau, Philippot et Juan Branco. Pour l'instant, sur ceux qui défendent les questions de souveraineté, c'est eux qui se sont mis en bonne place. Et les 3 ont des atouts très intéressants. Malheureusement, ils ne sont pas capables de travailler ensemble, de concert. En fait, on est foutu. Je dis de suite, n'espérez pas que parce que je connais le discours des asselinistes en particulier qui vont dire c'est nous les meilleurs, c'est nous les plus beaux, les plus anciens, etc. Les autres, c'est des menteurs, c'est pas des vrais des vrais souverainistes entre guillemets, ils ne veulent pas nous sortir mieux, c'est faux ce qu'ils disent, ils vous manipulent. Nous on est les plus beaux, on est les vrais, et regardez d'ailleurs on est censurés. Philippot, il y a quand même Bolloré qui l'invite. Faut arrêter à un moment avec ces conneries. Les 3 sont hostiles à l'Union européenne et veulent en sortir. Je n'ai aucun doute sur les ambitions de Philippot et Branco sur la question européenne. Il n'y a absolument aucun souci pour moi là-dessus. C'est assez clair. La question c'est quelles sont les méthodes de chacun et puis quelle est la stratégie de com de chacun pour être élu. Parce que comme ils ne sont pas capables de travailler ensemble, je pense plus à cause d'Asselineau, très honnêtement, c'était à lui de faire preuve de sagesse et d'abnégation et de se dire bon, je suis plus ancien sur la place, je suis plus légitime, c'est à moi d'ouvrir un peu les écoutilles et de faciliter la discussion, voire de savoir me mettre en retrait si c'est nécessaire pour qu'on puisse gagner tous ensemble. Ce qui n'aurait pas empêché de négocier des ministères, un Premier ministre ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, il y a de quoi négocier. Mais bon, Asselineau, pour moi, reste quelqu'un qui impulse sa personne, quoi qu'il en dise.
Et il n'est pas du tout... je ne sais même pas comment il a pu travailler pour le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il n'est pas un bon diplomate. Il n'est pas capable d'écouter et d'avoir des inflexions. Il n'en est absolument pas capable. Donc, je suis désolé pour ceux qui soutiennent Asselineau. Asselineau est un très bon pédagogue. Asselineau a vraiment ses mérites et sa place. Il n'y a pas photo là-dessus. Mais pour moi, je n'en attends plus rien. Et j'ai été militant de l'UPR pendant un certain nombre d'années. Je sais de quoi je parle. Philippot, lui, est un petit peu... c'est le meilleur communicant, on va dire. Pas au niveau de sa capacité à être éloquent, à être intéressant par rapport à d'autres, mais il communique beaucoup. Et ça, il a raison, il faut le faire. Et c'est un travail qui est très pénible. Moi, par exemple, ce que je suis en train de faire, la communiquer, au final, je déteste ça. Mais bon, lui le fait constamment, assidûment. Il a très bien compris quel était le jeu. Et puis finalement, il a réussi à se garder une porte entrouverte chez un des médias collabos. Ce qui est étonnant d'ailleurs de la part de Bolloré de ne pas se dire bon, j'ouvre plus grand la porte à toutes les autres personnalités qui défendent le Frexit. En fait, en gros, Philippot sait très bien que c'est parce qu'il a été au RN qu'il a le droit d'exister, parce qu'il est catalogué à droite. Donc je ne pense pas que Philippot soit de droite à un titre personnel, il est plutôt d'un courant socialiste pour moi. Mais le vrai, pas le faux socialisme de l'extrême centre, mais vraiment un regard plutôt social dans ces politiques publiques qu'il voudrait mettre en place. Mais voilà, il a le droit de citer parce qu'il est marqué à la culotte par son passage au RN. Et des gens comme Juan Branco qui, eux, sont plutôt catalogués à gauche. Et puis je ne parle même pas du PRCF ou du MPEP, qui sont des gens clairement à gauche et qui veulent pourtant aussi sortir de l'Union Européenne. Je pense à Georges Basto, à Nina Croary, Jacques Nikonov, Jacques Sapir aussi, qui quelque part est catalogué à gauche. On a aussi Kuzmanovic, qui est plutôt à gauche. Ces gens-là n'ont pas le droit d'exister chez Bolloré. De la même façon qu'ils n'ont pas le droit d'exister ailleurs. Donc Bolloré n'ouvre ses portes à Philippot que parce que Philippot a su conserver certaines relations amicales avec De Villiers, qui lui a ses entrées chez Bolloré. Et puis parce que Bolloré estime que de toute façon, peu importe qu'on soit patriote ou non, qu'on soit européiste, il faut être de droite. C'est comme ça que pense la direction éditoriale de CNews et de Europa. C'est particulier. Enfin, toujours est-il que ça ne permet même pas à Asselineau, qui avait bossé pour Pasqua, d'avoir ses entrées chez Bolloré. Et parce que je pense aussi que Asselineau a lui le défaut d'être imbuvable d'une certaine façon. Non seulement il se plaint constamment, il est condescendant et il ne sait pas se battre non plus, quoi. Je veux dire, il ne sait pas communiquer. Je veux dire, si tu es censuré par les médias, tu fais comme nous on propose à Vigimédia, tu vas directement manifester devant les médias. C'est aussi simple que ça. C'est la réponse la plus logique que l'on puisse faire. Je vais vous en parler à la fin de cette vidéo, de cet enregistrement. Mais en tout cas, un bon politique pour moi ne doit pas être dans la chouinerie permanente en disant vous vous rendez compte, je suis censuré, je suis blacklisté, on me fait des procès, etc. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est la politique. Si t'es du mauvais côté de la barrière, eh bien le système médiatico-politique qui est au pouvoir va tout faire pour te pourrir la vie, pour t'empêcher d'exister. Donc fais pas semblant de le découvrir constamment en disant vous vous rendez compte, je suis stigmatisé, je suis censuré, je suis persécuté. C'est pas une attitude de chef, ça. Un chef est dans la combativité. Il n'est pas en train de se plaindre, de geindre en permanence. Donc là-dessus, c'est aussi pour ça que honnêtement, Asselineau,
j'en peux plus, quoi. L'entendre geindre en permanence, ça me gonfle. Moi, si je veux un chef à la tête de l'État, c'est un vrai chef. C'est pas quelqu'un qui chiale, c'est quelqu'un qui est combatif. Et lorsqu'on lui met des embûches au travers de la route, il est encore 2 fois plus combatif, 2 fois plus énervé, et il va prendre les mesures qui s'imposent. Et il n'a pas peur. Enfin voilà, je veux dire, quand Asselineau dit moi je crois pas aux manifs, c'est dédaigneux. Enfin, je sais pas s'il se rend compte à quel point c'est méprisant et dédaigneux de dire je ne crois pas aux manifestations en disant ça ne sert à rien. Bah d'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi les manifestations contre les retraites ou contre le CPE, pour ceux qui se souviennent à l'époque de Jacques Chirac, ou de mai 68, ou de février 1934, ou plus clairement des mobilisations qui ont tourné clairement à la Révolution, ont eu des effets politiques absolument magistraux, soit que les dirigeants politiques du moment ont lâché du lest, ont abandonné certains projets de loi qui ont été contestés, soit que des gouvernements ont été soit tombés, soit carrément que quand on a une révolution, c'est l'ensemble du commandement politique qui tombe et qui est remplacé par autre chose. Donc c'est très gentil de la part d'Asselineau d'avoir un regard très hautain, très petit bourgeois en disant « Oh, les gueux là qui manifestent, ça ne sert à rien !» Ouais mec, mais enfin tu prétends te fier un peu à l'histoire pour te créer une sensibilité politique, pour avoir une capacité à entrevoir les possibles, mais toi-même, tu nies au peuple ce qui lui reste en magasin à chaque fois que les choses tournent mal et qu'il ne voit pas de solution institutionnelle pour se sortir d'une situation politique extrêmement dégradée. Oui, les gueux préfèrent se mobiliser, c'est la seule chose qui leur parle, simplement pour qu'une mobilisation ait un effet, au lieu de mépriser les mobilisations, il vaut mieux guider les gens dans leur façon de se mobiliser pour que ça puisse avoir un effet réellement tactique et stratégique. C'est pour ça que nous, à Vigimédia, clairement, on dit aux gens, venez devant les médias, ça c'est stratégique, parce que les médias sont le nœud gordien de notre problème politique, c'est eux qui décident qui on a le droit d'entendre ou non, et de ce qu'on doit penser ou non. Donc, si vous voulez voir Asselineau dans les grands médias, si vous voulez voir Branco dans les grands médias, Kuzmanovic, Jacques Sapir, Jacques Beau, si vous voulez voir le PRCF avoir le droit de citer dans les médias, si vous voulez voir en fait tous les gens qui parlent de souveraineté dans les médias, il n'y a pas 36 000 manières de faire les choses. Il faut les assiéger. Et ça, Asselineau, c'est un truc qu'il comprend absolument pas. Au lieu d'être méprisant avec les mobilisations populaires en disant ça ne sert à rien, ça ne marche jamais, ce qui est faux historiquement, il devrait être bien placé pour le savoir puisqu'il aime tant l'histoire, c'est de dire on va plutôt aller manifester là où c'est le plus pertinent, là où on aura un effet. Et en général, les mobilisations populaires qui ont un effet, surtout à notre période contemporaine, c'est devant les médias et le Parlement. C'est là où il faut se rassembler. Alors il y a d'autres objectifs tactiques et stratégiques que je pourrais citer, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que les ronds-points, c'est bien, ça donne la visibilité, mais ça n'a aucune vertu stratégique. C'est pas là que l'oligarchie se trouve, ne vous inquiétez personne. C'est pareil pour les grandes places publiques et je dirais même que c'est pareil pour les préfectures. Parce que souvent j'en entends qui disent on va devant les mairies, devant les préfectures, ça ne sert à rien. Les mairies et les préfectures, ça n'a aucune vertu stratégique et tactique. Les dirigeants et ceux qui nous font têter le prêt-à-penser, ce sont les dirigeants politiques, donc ce sont clairement les députés et les sénateurs. Les députés ont des permanences parlementaires. Si vous êtes en province et que vous ne savez pas où aller, vous avez les permanences parlementaires. Je vous assure, un député qui est dans sa permanence et qui a une manif devant sa permanence, il va se sentir très mal à l'aise. On a aussi des manifs qui sont tout à fait tactiques et stratégiques, de tout autre ordre,
tout autre ordre, qui sont devant les régiments et bases militaires. Parce que là, on pète une Marseillaise, on remet une lettre au chef de corps qui globalement dit « Au secours, faites quelque chose ». Bon, ça c'est si c'est coordonné à travers toute la France devant plein de bases militaires, ça fait un peu chier l'oligarchie. Surtout si on a invité les médias pour en parler. Donc parce que il faut bien comprendre que le politique, lui, ne tient que parce que l'armée se soumet. Mais l'armée, c'est eux qui ont les armes, c'est pas les mecs qui ont des costumes, qui ont le pouvoir de réellement faire de la politique. Les mecs qui... comprenez bien, Gabriel Attal, pour donner une caricature, n'a d'autorité politique que parce qu'il y a des militaires qui se disent on va laisser un espèce de petit bourgeois complètement traître qui ne considère la France que sous l'angle de sa propre sexualité. C'est ça son projet pour la France, c'est dire il faut un président homo, voilà, ça y est, c'est fini, j'ai pas d'autres projets. Donc c'est uniquement sous cet angle-là, sous l'angle de l'obéissance des armées, que ce mec a du pouvoir. Maintenant, si tu as un général qui n'a même pas besoin de lui braquer un fusil sur la tempe pour lui expliquer que la fête est finie, mais qui lui dit simplement bon écoute mec, en fait on ne suit plus, Attal comprendrait parfaitement qu'effectivement il n'aurait plus d'autorité politique, quand bien même il aurait été élu président, ce qui n'arrivera jamais, bien évidemment. Mais ça vaut pour n'importe quel traître qui ambitionne les présidentielles, ça vaut pour Mélenchon, ça vaut pour Le Pen, ça vaut pour Édouard Philippe et les autres. Tant que les armées obéissent, ces gens-là peuvent continuer à exister politiquement et à nous trahir. Le jour où les armées et les corps régaliens de façon générale, en particulier les flics et gendarmes, cessent d'obéir, la fête est finie. Donc voilà pourquoi il est tout à fait stratégique d'aller manifester devant les bases militaires, les régiments militaires pour réclamer le secours des armées, péter une Marseillaise. Évidemment que les armées ne vont pas bouger, mais du point de vue de la communication politique, c'est extrêmement effrayant pour l'oligarchie. C'est vraiment effrayant. Ils ne supportent pas ça, l'idée que les gueux veuillent pactiser avec les militaires et les appeler au secours. Il ne faut pas donner de mauvaises idées aux militaires, vous comprenez ? Il ne faut absolument pas leur donner de mauvaises idées. Donc tant que les gueux ne se retournent pas vers les armées, ne viennent pas réclamer leur secours, tout va bien. Si les gueux, partout en France, viennent devant les régiments et les bases militaires pour réclamer le secours des armées, là ça commence à être un peu tendu. Quand bien même les armées ne répondraient pas. Quand bien même. Il ne faut pas donner de mauvaises idées aux militaires. Et bien de la même façon, si vous voulez casser la censure et puis calmer les journalistes de propagande, si vous en avez marre de la propagande de guerre contre la Russie, en gros, qui nous dit va falloir un jour ou l'autre aller livrer vos tripes à l'Ukraine pour aller combattre la Russie, il va falloir que nos enfants se fassent tuer pour l'Ukraine. Si vous en avez marre de ce discours belliciste, si vous en avez marre de la propagande en faveur de l'Union européenne, si vous en avez marre d'entendre toujours les mêmes têtes de cul, que ce soit les fausses oppositions, donc LFI et RN, ou que ce soit la Macronie, l'extrême centre, le PS, tous ces gens en fait qui n'ont plus aucune légitimité, mais à qui les médias tendent constamment leur micro, si vous en avez marre, il faut être simple, il faut être clair, il faut être net, il faut reprendre le contrôle des médias. Et la seule façon d'en reprendre le contrôle, c'est de les assiéger. Mais assiéger, ça ne veut pas dire courir comme des lapins à faire le tour de Paris dans les grandes rues en disant pas content. Non, un siège, c'est statique. C'est pas en marche. C'est vraiment statique. Donc c'est une vision militaire de la résistance civile. Ce qui n'empêche pas d'avoir une vraie discipline dans la façon à la fois d'organiser ces mobilisations, parce que ça sert à rien
de tendre de donner à l'ennemi un bâton pour se faire battre, qu'on soit ou pas d'accord avec le principe des déclarations en préfecture des mobilisations, là n'est absolument pas le problème. La vraie considération tactique, c'est de dire je ne vais pas tendre le bâton à l'ennemi pour me faire battre. Si j'ai déclaré ma putain de manifestation, quelle qu'elle soit, en préfecture, on parle bien de déclaration, pas de demande d'autorisation, eh bien en fait, à partir de là, l'ennemi est un peu démuni pour nous dire je vais devoir vous empêcher de manifester ou je vais faire en sorte que votre manifestation qui était parfaitement déclarée soit dispersée en force. Parce que si tout se passe bien par ailleurs, qu'il n'y a pas de violence, qu'il n'y a pas d'atteinte aux biens, qu'il n'y a pas de provocation débile de quelques contrastes, hein, vous savez, ces petits connards de Black Bloc ou les antifas ou les gauchistes de bas étage aux cheveux roses qui veulent absolument caillasser un flic ou l'insulter parce qu'ils ont l'impression d'être des rebelles en faisant cela. Hein, ces débiles-là, en fait, sont juste en train de les provoquer et permettent de donner, pour le coup, le bâton à l'oligarchie pour nous faire battre et disperser tout le monde alors qu'ils sont minoritaires. Et ces gens-là, en fait, sont les idiots utiles du système. Toujours est-il qu'on peut avoir une certaine discipline dans nos mobilisations. Et il y a une chose donc on peut quand même faire du point de vue de la dissidence qui défend les questions de souveraineté dans le cadre électoral qui arrive. C'est une idée que je défends, mais il faut vraiment... Moi j'en appelle aux gens qui ont des compétences en infographie, très clairement, qui savent créer des documents avec des logiciels pour traiter de l'image, pour faire des choses très, très jolies. Et puis d'ailleurs des monteurs vidéo aussi, on a vraiment besoin de monteurs vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous entendez cette vidéo et que vous avez ces compétences-là, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi d'une façon ou d'une autre, ou de Vigimedia, dont je parlerai pour conclure. On peut créer un espèce de journal et faire une cagnotte. Donc il faudrait collecter quelques dizaines de milliers d'euros, hein, très honnêtement, mais la construction du journal en lui-même pourrait être gratuite si on a suffisamment de bénévoles. Le but du jeu pour moi, c'est 3 articles de fond pour commencer, de plusieurs pages, qui font un état des lieux sur la démocratie en France, sur nos relations avec l'étranger, la géopolitique, et un état des lieux sur l'économie, sur où on en est, les finances publiques, etc. Vous expliquer un petit peu tout ça. Et évidemment des articles qui soient rédigés par des gens qui sont hostiles à l'Union Européenne, l'euro et l'OTAN, qui veulent nous sortir de toutes ces merdes. Déjà pour qu'on puisse expliquer où on en est, et puis évidemment 2-3 petits articles plus généraux sur d'autres thématiques, soit je dirais qu'il faudrait faire court et éviter d'aller dans des sujets polémiques, mais voilà, on peut traiter aussi des questions liées à l'éducation, la santé, les choses comme ça. Mais l'idée, voilà, c'est qu'on ait d'abord des très bons auteurs, comme Jacques Sapir, comme malheureusement Éric Dénessé est décédé, mais des gens de cette envergure sur les questions géopolitiques, comme Étienne Chouard, qui pourrait répondre à un bon état des lieux sur les questions de démocratie. Voilà, avoir des bonnes plumes de la dissidence qui fassent le contenu écrit pour expliquer où on en est. Et ces journaux-là, une fois qu'on les a mis en forme avec les articles, grâce à des infographistes qui font le boulot pour nous, et qu'on a les moyens de les imprimer en masse à hauteur d'au moins 30 000 exemplaires, voire 36 000, c'est pas pour rien que je dis 36 000, vous allez comprendre, et qu'on peut payer un publipostage à l'attention des mairies,
eh ben on l'envoie à tous les maires de France, de telle façon à ce qu'ils puissent réfléchir et qu'on leur dise voilà, s'il faut accorder votre parrainage, il y aurait un article là-dessus en fin de journal qui explique quelle est la logique du journal, qui est de dire nous, on n'est pas dans un délire partisan, on n'est pas plus favorable à Asselineau qu'à Branco ou à Philippot, en fait on s'en fout. Ces gens-là incarnent un courant de pensée qui nous correspond tous, avec leurs nuances, leur façon de voir les choses, mais ils sont très combatifs contre l'Union européenne et nous voulons nous aussi en sortir. Donc c'est un peu la logique que j'aurais, c'est de dire voilà, on demande aux maires qui reçoivent ce journal de bien vouloir accorder un parrainage soit à Branco, soit à Philippot, soit à Asselineau, on s'en bat les couilles, mais comment ils utilisent leur parrainage correctement en ayant fait l'état des lieux correct sur la situation française au niveau politique. Et ça, comme en fait, du point de vue des moyens, moi je pense que ce soit des gens qui soient en dehors des partis politiques, mais qui défendent les questions de souveraineté, ou que ce soit des partisans eux-mêmes de l'UPR, des Patriotes, de Branco, des Ruches, enfin, voilà, je pense qu'on pourrait tout à fait faire un pot commun où on réunirait suffisamment d'argent sans trop de difficultés pour qu'un tel journal soit envoyé à tous les maires de France et les pousser à parrainer du coup les candidats de la souveraineté. Et ça serait très intéressant d'ailleurs que grâce à une telle opération, on obtienne non pas un candidat qui défend les questions de souveraineté, mais 2, voire 3. Là, ça serait vraiment intéressant, parce que on se ferait clairement entendre et on serait démarginalisé aussi. Parce que souvent, on nous dit, oui, les gens qui défendent la question de la sortie de l'Union européenne, c'est des marginaux, c'est... Bah non, pas du tout. En fait, on a beaucoup d'intellectuels et de représentants politiques qui en parlent, mais comme ils sont censurés, on les considère à tort comme des marginaux. Maintenant, s'ils existent réellement, publiquement, médiatiquement, et qu'on leur a donné les moyens d'exister, même sur le plan électoral, on est complètement démarginalisé, parce que c'est pas un seul qui arrive parmi une poignée d'européistes, c'est 2-3. Donc là, ça fera quand même la différence, et les médias seront très mal à l'aise, mais ils seront obligés de leur accorder la parole. Donc moi, c'est à ça que je pense. On peut faire ce projet. J'ai rédigé de mon côté un article qui est publié sur mon blog, qui pourrait être encore un peu amélioré, mais sur l'état des lieux démocratiques. Je pourrais faire un article. L'économie, je me sens pas le courage d'aller rentrer dans les chiffres, les détails, et puis je suis pas assez bon. J'ai une vision générale sur les questions économiques, mais je suis pas compétent honnêtement sur des données statistiques, des choses que des vrais économistes peuvent maîtriser. La géopolitique, je pourrais. Je peux faire un état des lieux de la situation géopolitique en France, mais j'aurais jamais les qualités, les connaissances, l'expertise de gens qui sont vraiment plus à fond sur ces questions-là. Pour moi, on pourrait faire même quelque chose de plus idéal encore, c'est que les 3 candidats participent aux écritures d'un tel journal, qui coopèrent au moins là-dessus en se disant bon bah voilà, nous on connaît la logique du journal, elle n'est pas partisane, on est bien distingués les uns des autres, mais le but du jeu c'est d'appeler les maires à remettre des parrainages à l'un d'entre nous. Donc il y a 1500 parrainages au total à récupérer pour faire en sorte qu'il y ait 3 personnes qui puissent être candidats officiellement. Bon, si on a envoyé 36 000 journaux à ceux qui ont le pouvoir de parrainage, moi je pense qu'on pourrait réussir quand même à convaincre assez de maires à faire en sorte qu'il y ait au moins un candidat qui obtienne tous ces parrainages. Ça me semble possible. Et si en plus vous compreniez, chers partisans de l'UPR, que quoi qu'en dise Asselineau, il faut manifester, et chers partisans de Philippot, que s'il faut manifester, c'est pas devant le ministère de la Santé, mais plutôt devant les médias directement. Et chers partisans de Branco, que ce dernier appelle à la révolution,
mais qu'à un moment, il va falloir quand même la faire concrètement et qu'on ne peut pas rester dans la théorie, venez, nous à Vigimédia, tous les 2 mois, on organise des mobilisations devant les médias. La prochaine est le 12 septembre, à partir de 14h. On démarre justement devant CNews Europe 1. C'est du côté de Ballard, quoi, dans Paris. C'est métro Javel. Et puis ensuite, on va aller devant Radio France. On va s'arrêter un bon moment devant chez eux là, pour leur demander des explications. Puis on terminera devant LCI, vous savez, les fanatiques qui veulent absolument nous emmener à la guerre contre la Russie. Donc voilà, 3 grands médias audiovisuels qu'on va aller voir samedi 12 septembre à partir de 14h pour exiger en fait la fin de la censure des courants d'opinion qui défendent les questions de souveraineté et de paix, qui veulent la démocratie, qui veulent sortir de l'Union européenne, et en même temps leur dire, bon, votre propagande permanente à la fois de guerre contre la Russie, mais aussi en faveur des européistes, stop. Donc pour ça, il faut clairement foutre la trouille aux journalistes. Et pour leur foutre la trouille, il n'y a pas 36 façons de faire. Vous n'avez qu'à imaginer qu'à votre boulot, il y a des milliers de gens qui vous attendent à la sortie, hein, comme c'était à l'école. Je veux dire, quand il y avait je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça, mais je pense que tous ceux qui ont vécu ça dans leur enfance voient très bien de quoi je parle. Lorsque vous avez une petite bande de garnements qui veulent vous attendre à la sortie d'école pour vous taper, vous n'êtes pas à l'aise. De la même façon, vous pouvez vous dire que les journalistes, ils ont quelques milliers de personnes devant leurs locaux de travail qui sont assez énervés et qui les attendent de pied ferme, non pas pour leur casser la gueule, mais pour leur demander des explications. Je vous assure qu'ils se sentiront mal à l'aise. Et si ça dure quelques jours, cette affaire-là, ils vont aller voir très vite leur directeur éditorial en disant, bon, il va falloir faire quelque chose, il faut qu'ils dégagent, parce que moi je ne vais pas pouvoir travailler dans ces conditions-là. À un moment ou à un autre, ça va nous dépasser. Ces gens vont monter en tension, vont finir par pénétrer les locaux et nous casser la gueule. Donc allez discuter avec eux, mais faites en sorte qu'ils dégagent. Dites oui à leurs revendications, moi je m'en fous. Les journalistes se diront eux-mêmes. S'il faut permettre à un Asselineau, un Branco, un Philippot d'avoir le droit d'exister à leur micro, c'est pas un problème pour eux. Ce qui est un problème pour eux, c'est de se dire qu'il y a des milliers de gens qui sont très énervés, très fâchés et qui sont devant leurs locaux. Ça leur pose un problème. Donner la parole à des gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord, fondamentalement, les journalistes, même les plus aplatis par rapport au système, ils s'en foutent. Eux, tant qu'il y a la paye arrive à la fin du mois, ils donneront la parole à n'importe qui, du moment qu'ils sont payés, qu'on les fait pas chier. Donc il faut les mettre sous pression. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 1h15 que je blablate et que c'est pas facile de tenir un propos en conduisant, très honnêtement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ça inspirera certains d'entre vous, que vous retiendrez bien la date du 12 septembre prochain à partir de 14h devant les locaux de CNews Europe 1 avec Vigimédia. N'hésitez pas à aller sur notre site pour chercher des informations. Vigimédia avec un S à la fin tout attaché .info, ou sur nos réseaux sociaux. On est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, etc. Là on va diffuser le visuel à partir des prochaines heures. Venez. Et puis si parmi les quelques idées que je vous ai soumises, que ce soit sur le point de vue de la mobilisation partout en France, ou que ce soit sur la création d'un journal à envoyer au maire, vous pouvez aider, vous êtes d'accord, vous trouvez ça sympa, vous avez des compétences utiles qui pourraient aider. Et je parle vraiment en infographie et montage vidéo. Là, à Vigimédia, on cherche des monteurs vidéo, très clairement, on en a besoin. Et on a besoin aussi d'infographistes plus pour ce projet de journal. Et voilà, si vous pouvez aider, si vous avez envie d'aider, si vous pensez que
vos compétences au moins peuvent être utiles à quelque chose, faute de pouvoir vous déplacer, voilà, sachez que vous êtes bienvenus dans nos cercles résistants. Je vous souhaite à tous le meilleur, et puis ne vous découragez pas, c'est pas foutu, ne vous découragez surtout pas, il faut se battre. Ciao tous.